Merci. Je m'appelle Hugues Gascan, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai été pendant près d'une quinzaine d'années responsable d'une structure de recherche de l'INSERM et j'ai également animé un institut INSERM-CNRS de près de 400 personnes au CHU d'Angers. Ma spécialité, c'est l'immunologie, initialement appliquée au cancer, puis aux maladies inflammatoires et depuis quelques années aux maladies infectieuses chroniques. Et je suis là en tant que secrétaire général de la Fédération des maladies vectorielles-lactiques. Et je vais vous dire quelques mots concernant les questions sur les ELISA. Et dans mes casquettes passées, il se trouve que j'ai aussi animé pendant 10 ans une grosse structure de production d'anticorps monoclonaux développés des ELISA, qui était à l'époque d'ailleurs la seule reconnue et financée par l'État français au niveau public. Donc tout ça pour dire que je suis assez familier avec les anticorps et les ELISA. Lorsque j'ai découvert cette problématique d'interrogation sur la fiabilité des ELISA Lyme, je me suis plongé à la fois dans leur développement, l'historique, etc. Et on arrive à quelques points qui sont assez intéressants. Alain en a mentionné un ou deux. Effectivement, ces ELISA, au niveau des analyses, des méta-analyses, ne sont pas fiables et leur taux de succès un tout petit peu plus élevé qu'une chance sur deux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes testé, soit vous avez le bon côté et ça confirme, soit on ne sait pas. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que les ELISA Lyme sont si peu fiables? Il y a à mon sens trois grandes raisons. La première, c'est que c'est des ELISA qui reposent sur une analyse statistique. Vous avez tous appris au lycée les statistiques bayésiennes, P de 1, P de 0, 1 moins P de 0, ces histoires-là. On en est encore là au niveau des ELISA Lyme. C'est des techniques qui ont été appliquées au domaine médical dans les années 50, à une époque où on ne savait pas mesurer pondéralement des molécules. Donc on faisait des estimations statistiques. Alors ça marche pour le domaine de l'infectieux lorsque vous avez une infection très robuste, avec un seul paramètre, un seul pathogène. Et là, vous pouvez en tirer des conclusions pour un certain nombre de pathologies. Or, pour le Lyme, les problèmes qui se posent, c'est qu'on n'a pas un seul pathogène, mais on a près d'une dizaine de souches différentes de Borrelia, et aucun ELISA ne couvre l'ensemble des souches. Donc il y a toujours des trous dans la raquette, ça c'est systématique. Le deuxième point qu'il y a, c'est que, Alain l'a mentionné, il y a clairement, ça a été mis en évidence, chez la souris, puis chez l'homme, et j'ai d'ailleurs contribué à ces travaux-là, il y a clairement une immunosuppression qui est induite par la bactérie, ce qui fait que la cible même de la bactérie va être d'affaiblir le système immunitaire. Et vous comprendrez bien qu'à ce moment-là, si vous affaiblissez le système immunitaire, vous avez peu de chances d'avoir une réponse anticorps robuste. Et ça se traduit d'ailleurs d'une façon très simple, c'est que la réponse anticorps à la maladie de Lyme, aux maladies vectorielles-lactiques induites par les Borrelia, n'est pas vaccinante au sens pasteurien du terme. Je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez être piqué une première année, cet été, être malade, être guéri parce que vous avez un scénario favorable comme 80% des gens, et puis être piqué une deuxième année, l'année prochaine, et être à nouveau malade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection acquise, ce qui montre bien que la réponse immunitaire est extrêmement faible et fluctuante. Alors face à ça, on ne peut pas utiliser des ELISA qui sont basés sur les statistiques. Lorsque vous allez faire des analyses au coin de votre rue pour n'importe quelle maladie, on vous donne des résultats en unités internationales, en microgrammes ou en milligrammes par litre, alors que pour le Lyme, on vous dit négatif, positif, douteux. Et on est avec une absence de maître étalon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard. Il y a un peu plus de 45 ELISA à travers le monde. Il n'y en a aucun qui est standardisé. Il n'y a pas de maître étalon. C'est-à-dire que la référence, suivant l'endroit, le maître étalon, il va être à 74 cm ou 1,25 m et vous comprendrez bien que ça va varier en fonction des régions. Et d'ailleurs, les gens de Le Calme, ce groupe de travail qui a défini les ELISA Lyme pour il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on était tout à fait conscients puisqu'ils avaient, et je vous donnerai les documents, une phrase tout à fait exceptionnelle pour standardiser les ELISA, c'était de dire que, en fonction des lieux, on devra localement réétalonner les ELISA. Alors ça, c'est une grosse aberration scientifique, que ça soit en médecine ou en sciences, vous écrivez ça dans une copie de première année, vous êtes collé. Parce qu'on vit sur un dogme élaboré par Descartes il y a 400 ans, qui a construit toute la civilisation occidentale, qui dit une chose simple, c'est qu'une observation doit pouvoir être écrite pour pouvoir être reproduite ailleurs par quelqu'un d'autre. Et là, le Calme nous dit, c'est pas reproductible ailleurs par quelqu'un d'autre.
Donc ça vous montre déjà la faiblesse du système, ils en étaient tout à fait conscients. Donc on ne peut vraiment pas, et pour pallier à ça, ce qu'il faut faire, c'est des ELISA avec l'ensemble des souches reconnues et surtout un étalomètre qui permette de calibrer toute cette affaire-là en unité internationale ou en microgrammes et non plus en probabilité, peut-être, oui, on ne sait pas quoi. Donc ça, c'est absolument clair, les faiblesses sont là, sur ces 3 points-là, absence d'étalons, faiblesse de la réponse immunitaire, multiplicité des souches. Un deuxième point que je voulais aborder, j'en profite, des questions ont été posées par rapport à l'étranger. L'étranger, on pense beaucoup à l'Allemagne et je vais vous faire un contre-pied avec les États-Unis et je vais vous parler de la loi de santé du Massachusetts qui a été votée à Boston en 2011 et c'est un élément extrêmement intéressant, je crois, pour vous législateurs qui pourrait peut-être être repris en France. C'est un texte qui est peu connu mais qui a simplifié beaucoup de débats aux États-Unis. En 2011, Massachusetts, alors Massachusetts, c'est grand comme la Bretagne. Vous avez sur la côte Boston, et derrière, c'est la campagne. Et Boston, c'est Harvard. Harvard, c'est, en 100 ans, près de 60 prix Nobel de médecine et physiologie. C'est la référence mondiale pour la recherche médicale et pour les soins. C'est là que tout se passe très largement. Beaucoup de gens, après, suivent. Et on n'a pas de référence équivalente en France, loin s'en faut, malheureusement. Et Harvard, donc Boston, a décidé d'autoriser la prescription des antibiotiques dans la durée pour la maladie de Lyme chronique, quels que soient les antibiotiques, sur la base d'un tableau clinique, et non pas sur les ELISA et les tests, tant qu'il y a un progrès observé par le médecin vis-à-vis du patient. Et donc ça a été un élément énorme en 2011 qui a permis de lever tous les problèmes de poursuite, etc., de difficultés, de pression sur les médecins. Il n'y en a plus dans Massachusetts. Et ce texte-là a fait tache d'huile aux États-Unis et est appliqué dans une vingtaine d'États, les 20 États où la maladie est la plus présente, ce qui fait que tout cet aspect procédurier s'est éteint. Il n'y a plus d'interdiction de prescription dans la durée d'antibiotiques aux États-Unis. On fait confiance à la clinique et aux médecins à condition qu'il y ait des réponses cliniques favorables de la part du patient. Et ça serait peut-être intéressant, et je vous remets le texte aussi avec une traduction. Il est très court, il fait 20 lignes, hein, mais ça a permis vraiment de débloquer beaucoup de choses et c'est peu connu. Et je crois que ça pourrait être intéressant de réfléchir dans ce sens-là au niveau législatif français. Je vais m'arrêter là, je reprendrai la parole en tant qu'FFMVT. Et merci.